je suis en compagnie de Didier Hautepin, le réalisateur de Parcours Infaillible, et de Elsa Elsa, qui est venu à Toulouse pour nous parler de Elsa Elsa en particulier. Bonsoir. Bonjour. Alors, votre film Elsa Elsa, avant toute considération et tout jugement, c'est un film de passionné de cinéma. C'est avant tout, le film de quelqu'un qui regarde bien bouger les autres, je crois, ou qui les observe soigneusement. Et c'est un film sur la malice qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir soi-même quand on voit les gens se livrer à des absurdités. Ceci dit, ça c'est le thème du film, c'est pas l'histoire. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 7 ou 8 ans, 7 ans et demi, qu'on voit pour la première fois faire du cinéma, être choisi pour jouer dans un film, uniquement parce qu'il ressemble par le plus grand des hasards à l'actrice principale qui a déjà été choisie pour jouer dans ce film, et qui est amené à tenir un rôle et à y entraîner, bon gré mal gré avec lui, sa propre famille, c'est-à-dire son père et sa mère, qui n'ont rien à voir avec le cinéma, et qui se retrouvent d'un seul coup, alors qu'ils sont des petits instituteurs de banlieue, projetés ou catapultés dans le monde du spectacle. Et puis c'est aussi l'histoire de ce même petit garçon devenu grand, 20 ans plus tard, devenu metteur en scène, qui doit raconter cette histoire parce qu'on vient de la lui commander. Un producteur lui a commandé l'histoire, et qu'il a connu quand il était petit, et lui a dit: mais pourquoi est-ce que vous ne raconteriez pas l'histoire d'un petit garçon qui ferait du cinéma pour la première fois? Ça serait drôle, une comédie. Alors que lui, il vient justement de quitter par une fille avec qui il vivait, qui est actrice, et puis qui, comme vous le devinerez sans doute, s'appelle Elsa, comme le titre du film, Elsa Elsa, et qui ne peut pas s'empêcher de se coincer sous un coude une autre pile de feuilles de scénarii qui sont une sorte de résumé des dernières scènes violentes qu'il a vécues avec cette fille, à la fois amoureuses, certaines gaies, certaines désopilantes, certaines très tristes ou douloureuses, et puis qui de ces deux histoires, le petit garçon et lui-même avec cette actrice, font une seule histoire, l'histoire d'un homme avec des femmes à travers 20 ans d'histoire. Alors ça c'est bien, parce que je vous avais pas demandé de raconter l'histoire, puis c'est fait, ça doit être un peu les conditions de ce qu'on appelle le service après-vente qui fait qu'on a envie de raconter de quoi ça parle. Et en demandant si c'était, en précisant que c'était un film de passionné de cinéma, c'est-à-dire qu'on sent que chaque plan a été fait par un metteur en scène qui est lui passionné de cinéma quoi qu'il arrive, et cela à la limite indépendamment du sujet qu'il traite. Mais je vais encore répondre légèrement à côté de votre question exprès. C'est vrai que c'est un film de passionnés de cinéma, mais je crois que ça intéresse peu de gens, parce que les passionnés, les fous furieux du cinéma, les vrais cinéphiles sont peu nombreux, et que ce film est fait à la fois pour les cinéphiles, mais aussi pour un public plus large, et que c'est aussi, plus simplement, et j'en reviens à la première chose que je disais, c'est un film sur l'observation, c'est-à-dire sur... quand on est tout seul dans la rue, par exemple, et puis qu'on se prend la gueule parce qu'on voit quelqu'un sur le trottoir d'en face qui est en train de se balader d'une façon absurde, je sais pas, avec un gigot sous le bras, enveloppé dans du papier craft, lui-même habillé avec un imperméable, et puis qui se dépêche le long d'une rue obscure de franchir les 2-3 pâtés de maison qui le séparent peut-être dans l'endroit où il habite, et puis qu'on le surprend d'un seul coup, et que lui-même ne se rend même pas compte qu'on est en train d'observer. C'est un des sujets du film, c'est-à-dire que c'est un film sur l'observation, sur le moment où les gens sont pris en défaut, généralement en défaut de tendresse ou en défaut d'autorité, c'est-à-dire des gens qui sont surpris dans leur propre vie, à un moment donné où ils ne s'imaginent pas du tout qu'on est en train de les regarder, et ça arrive à beaucoup de gens. Alors dans votre film, le mot qui convient le mieux pour caractériser le montage des séquences, c'est plutôt enchevêtrement. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Pourquoi vouloir souvent dans les films, souvent dans les premiers films, faire des mouvements de style très compliqués qui pourraient dérouter les gens qui ne sont pas des passionnés de cinéma et que vous aimeriez bien voir dans les salles? D'abord, parce que c'est très compliqué d'être simple, et que si on veut seulement être simple, on risque souvent d'être simplement bête. Ce que je dis est très très prétentieux, mais c'est en même temps l'impression que j'ai quand je vois un certain nombre de films, je ne dis pas tous les films, mais souvent à choisir une intrigue très linéaire, une histoire très simple, on risque aussi d'être aussi soi-même très très simple et simplet, voire bêta. Et dans le film, Elsa Elsa, qui est un peu cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure, notamment, c'est une occasion de traiter le sujet avec une syntaxe qui est à la hauteur de cette observation. C'est-à-dire que si vous observez les gens, vous pensez forcément des choses d'eux.
où vous les montrez d'une manière très particulière. Et cette façon particulière de les montrer nécessite une grammaire particulière. C'est-à-dire que si vous avez la tête remplie comme ça d'observation, vous ne pouvez pas, quand vous voyez quelqu'un, vous empêcher de penser à quelqu'un d'autre. Vous embrassez une fille sur la bouche, par exemple, et puis sa bouche est très bonne, et tout ça est très chaud, et en même temps, vous ne pouvez pas irrésistiblement vous empêcher de penser à quelqu'un d'autre, 6 mois auparavant, que vous embrassiez. C'était aussi chaud, ça n'avait pas exactement le même goût, mais c'était quand même très très chaud, et puis vous y pensiez irrésistiblement. Et comment vous faites dans le cinéma dans ce cas-là? Vous ne racontez que l'histoire de la première fille ou de la deuxième fille? Ou des deux filles? Il y a la tentation. Et là, je comprends mieux, on comprend mieux les motivations à partir de... Ça, c'est un peu ce qui se passe avec Proust, quoi, la Madeleine qu'on croque, qui rappelle des sentiments précédents, enfin, sans vouloir comparer ce qui vous gênerait. Oui, ce qui me gênerait énormément. Alors, j'ai l'impression que votre film va devenir dans les années futures, quel que soit le succès qu'il aura en salle, et puis à la télévision, puis ce qu'on peut, s'il devient un film culte, j'ai l'impression que dans 10 ans, on dira que votre film a été le film qui a lancé pas mal d'acteurs. Il y avait, bon, Cluzet a déjà fait du cinéma, Catherine Fro aussi, mais j'ai l'impression que dans 10 ans, tous les 5 acteurs principaux auront fait tellement de chemin que Elsa et Elsa aura peut-être été le dernier film dans lequel ils auront été ensemble. Vous croyez que c'est vrai? Est-ce que ça vous flatte? Flatté, j'en sais rien, mais pour ce qui est de la réalité, ne serait-ce que maintenant, oui, par exemple, Tom Novembre, dont c'était le premier film, Elsa, il a déjà enchaîné un film avec Rufio, qui est à la fois un vieux et un très jeune metteur en scène. Vieux parce qu'il a dépassé les 50 ou 55 ans, et que c'est ce qu'on dit appeler vieux maintenant dans le monde dans lequel on vit, mais que par ailleurs c'est un jeune cinéaste et qu'il a choisi Tom pour l'avoir vu dans Elsa Elsa, et qui lui a donné un rôle important dans son prochain film. Vrai aussi parce que Michel Souter, qui est un cinéaste suisse d'avant-garde, l'a choisi pour l'avoir vu dans Elsa Elsa. Donc Tom, par exemple, grâce à Elsa, a fait 2 films. Lio, après avoir fait Elsa Elsa, elle a fait un premier film qui est une comédie musicale, enfin un deuxième film, mais la première comédie musicale de Chantal Akerman, qui est une metteur en scène, une réalisatrice belge, qui est une comédie musicale. Et puis, quant aux autres, je crois qu'ils ne m'ont pas attendu pour être des grands acteurs. Il y a Romain Bouteille, que tout le monde connaît, qui est quelqu'un qui vient à la fois du café-théâtre, et quand on dit qu'il vient, disons qu'il a construit le premier café-théâtre de Paris, qui est le Café de la Gare, et puis qu'il en construit un autre entre l'Ardèche et la Haute-Loire, mais qu'il y a des gens qui viennent d'horizons complètement différents, comme les gens du bal, par exemple, dont plein de spectateurs connaissent le film, qui s'appelle Le Bal, de Scola, alors que la troupe, au départ, avait fait une pièce très comparable au film, qui s'appelle aussi Le Bal, mais qui est la troupe du Campagnol. Et puis il y a un autre troupe de théâtre qui s'appelle aussi, dans le film, Le Chapeau Rouge, dont fait partie Catherine Fro, par exemple, celle qui fait la mère du gamin, l'institutrice qui livre son fils d'un seul coup à la dévoration du spectacle. Et puis il y a des gens comme l'acteur principal du film, tout simplement, qui s'appelle François Cluzet, qui est quelqu'un qui vient à la fois du théâtre, qui a joué au cinéma, par exemple, dans L'été meurtrier de Becker, où il fait le frère de Souchon, ou encore dans Vive la sociale de Mordillat, et qui maintenant accède réellement à des premiers rôles. Et Elsa, déjà dans Vive la sociale, c'était quasiment un premier rôle, enfin partagé avec Romain Renucci. Et dans Elsa Elsa, il a le premier rôle. Dans le film de Tavernier qui sera présenté au prochain festival de Cannes, il a le premier rôle. Ou ça se coupe, non, je crois que pas mal de gens le savent déjà, mais c'est bien de le répéter. Et je dis c'est un scoop au niveau que de la participation déjà à Cannes, un film, quoi, plus que le fait que c'est vrai, mais je crois que Bertrand a toujours souligné les sorties de ses films, et que comme c'est la première fois qu'il obtient les capitaux américains, et en plus de manière très très importante sur ce film, c'est un film qui est fait sur le jazz, avec des musiciens de jazz comme Dexter Gordon, comme Herbie Hancock, et que le titre du film lui-même est inspiré d'un thème de Manque très connu qui s'appelle Autour de minuit, Round About Midnight. Cluzet a le premier rôle et il joue dans les 2 langues dans ce film. Et il a déjà enchaîné aussi un 3e film de Tony Gatliff. Tony Gatliff, c'est un metteur en scène qui a fait par exemple Les Princes. C'est son 2e grand film et Cluzet a le rôle principal. Et puis c'est vrai que peut-être, j'en reviens très brièvement à votre question, c'est vrai que que ces gens-là auront été dans Elsa Elsa et qu'ils commencent tous des carrières. Vous avez eu des hésitations pour donner le titre que vous avez donné, parce que quand on est dans un premier ou deuxième film dans la jungle actuelle du cinéma,
On doit avoir des hésitations. Oui, on a beaucoup, beaucoup d'hésitations. Elsa, Elsa, c'est un titre pylône, au sens faulknérien. Non. Que veut dire au sens faulknérien? Au sens faulknérien, c'est que Pylône, par exemple, c'est un roman de Faulkner qui raconte des luttes incessantes entre aviateurs pour faire une course plus vite entre trois pylônes, avec des avions de course, des avions très, très, très trapus, comme ça, avec des moteurs très puissants, des espèces de dragsters de l'air. Bon. Et Elsa, Elsa, qui est le nom de l'héroïne principale, c'est un titre qui a été choisi de préférence à des titres qui pour moi étaient plus romantiques ou plus proches du sujet du film, comme, je sais pas, Tendre Belvédère, ou je sais pas, n'importe quoi, comme L'âne des hannetons, ou autre chose. Et qu'on a choisi un titre qui est à la fois le prénom de l'héroïne principale, qui est un titre à redoublement, qui indique un peu la recherche du héros, du personnage principal du film, qui essaie de retrouver la fille avec qui il vivait et qui vient de la larguer très très brutalement. Et qu'il y avait plein de titres très poétiques, mais que les gens sont moins sensibles à la poésie, en tout cas édictée en forme de publicité, comme un titre doit être publicitaire. Dans votre jeunesse, je crois que vous avez fait des études de lettres avant de travailler dans le milieu du cinéma. Me trompe-je? Ne trompe-vous pas du tout, à peine. Alors ça se sent dans le film, c'est un film qui est très, bon, j'allais dire très bavard, mais il y a peu de moments de pure contemplation. Est-ce que c'est pas le défaut de tous les gens qui viennent des lettres? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de dialogues, et des fois il y a la contemplation de pur manque. C'est vrai, je crois que c'est une critique très très juste. En même temps, je la tempérerais, et pas avec mauvaise foi, pour une raison principale, qui était consciente quand j'ai écrit ce truc. J'ai écrit ce scénario un peu comme on écrit un numéro de musical, où il s'agit de faire acquérir à un récit une vitesse donnée de narration qui fait que, sauf des gens dans votre genre qui sont des fouineurs attentifs, on ne se rend pas compte que ça va aussi vite que ça. C'est un film qui fait 80 minutes, qui fait 1h20, dans lequel, si vous dites qu'il est bavard, il l'est objectivement. Non, oui, non, vous l'avez dit, et je crois qu'il l'est, mais en même temps, il l'est sans qu'on s'en rende compte. Vous en faites une critique objective et distanciée. Quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a même des gens qui entendent le quart de ce qui se dit, ou qui veulent bien entendre le quart seulement de ce qui se dit. Et pour en revenir au cinéma que vous opposiez en contraste avec ça, qui sera un cinéma un peu plus contemplatif, j'ai l'impression que dans le cinéma où on voit des acteurs, par exemple, avec des plans souvent un peu muets, où on les voit en prise avec eux-mêmes, avec leurs sentiments, ou avec les sentiments que leurs personnages sont censés ressentir à tel ou tel moment, on est dans une forme de fiction qui souvent me gêne. Des fois, c'est très bien fait, dans certains films. Souvent, c'est du bidon total. Et, euh, et Elsa, il n'est pas construit comme ça, il est construit sur la vitesse du récit, les personnages sont rarement abandonnés à eux-mêmes, parce que tous, ils sont en train de dire quelque chose de malicieux qui renvoie à quelque chose d'autre. Et que la poésie ou l'abandon, on peut le trouver simplement peut-être après le film, souvent, je crois, pendant aussi à tel ou tel moment, mais qu'en tout cas, c'est pas dans des plans isolés où on voit un personnage seul, dans un univers unique, où il est en train de refléter sur son visage des choses uniques qu'il aurait censé être ressentir. Alors actuellement dans le cinéma actuel, on peut le dire dans les films qui sortent en tout cas, de plus en plus on a l'impression que les metteurs en scène veulent mettre quelque part un petit enfant, parce que je sais pas si c'est pour échapper au monde cruel qu'il y a actuellement, mais Papa est en voyage d'affaires par exemple, tourne tout autour du regard d'un enfant, et dans votre film Elsa Elsa, je dirais que l'enfant vole facilement la vedette, happe l'intérêt du spectateur beaucoup plus que les acteurs. Enfin, ça a été mon impression. Est-ce que pour vous, c'est une présence qui est obligatoire dans un film, un enfant, pour avoir l'innocence ou l'inverse de l'innocence? D'abord, c'est un très gentil garçon, parce que si vous êtes très, très attiré par ce petit garçon, c'est que vous représentez la fibre du public la plus sensible à ce genre d'appât qui est présent dans ce film, qui en constitue, je ne crois pas m'en vouloir d'ailleurs, c'est une des choses réelles qu'il y a dans ce film. Ce gamin est vraiment formidable. En même temps, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le film, c'est ce qui en constitue, disons, le premier degré ou le deuxième degré. Mais il y a d'autres choses derrière. Et quant à votre remarque générale sur le synchronisme, comme s'il y avait une concertation ou un complot général des metteurs en scène pour mettre des enfants dans les films, je crois il est simplement irrecevable, parce que, pour des raisons ironiques, mais c'est que le metteur en scène ne devait pas être en voyage d'affaires, il est yougoslave, il a fait ce film, je ne sais pas dans quelles conditions,
D'abord, je ne savais même pas qu'il existait avant que son film soit sorti. Encore que tu te souviens tout de Dolly Bell, c'est de lui. Hein. Bon, par exemple, je connaissais le titre de son film et pas son nom. Bon, il est évident qu'on ne s'est pas tous concertés en se disant il va y avoir un enfant dans nos films, et que par ailleurs, je ne crois pas du tout que les conditions générales de la création du spectacle en Yougoslavie et en France soient semblables, et que s'il y a un enfant, c'est que simplement on est ou pas attiré par l'enfance, et qu'il se trouve qu'il y a des metteurs en scène qui, dans leur cinéma, mettent des enfants en scène, et qu'ils le font en dépit ou non de la mode, et que si il l'a mis dans Papa est en voyage d'affaires, son gamin, c'est que le gamin est une sorte de révélateur somnambule de la réalité des adultes. Dans mon film, il y a un petit peu ça aussi. Donc il y a une fibre commune entre nous, mais je ne crois pas qu'elle ait grand-chose à voir avec le temps. Dernière question, votre film a été présenté à Cannes dans une sélection parallèle. Quel souvenir vous avez de ce monde? Est-ce que, est-ce que vous avez un souvenir positif? Oui, positif, je l'ai. Je peux pas dire que je l'ai cherché. Ça a été une surprise. C'est-à-dire que je fais partie d'aucune chapelle, d'aucune école, d'aucun clan. Et le film a eu une sorte d'accueil d'un seul coup, comme une sorte de bouffée de courant d'air dans Cannes, à juste ou mauvais titre, j'en sais rien. Hein. Là, j'essaie d'être le plus, je sais pas. Et les gens ont visiblement bien aimé, ils ont rigolé, ils ont d'un seul coup découvert quelque chose. Ils ont dit tiens, ah oui, il fait ça, ah bon, tiens, Elsa, c'est ça, ah oui, ah tiens, ah tiens. Bon, jusqu'à tel point que par exemple des gens comme Libé, qui sont des gens par moments qui peuvent être très très sectaires, qui peuvent être très méchants sur certains films, m'ont fait une sorte de cadeau incroyable en faisant des articles formidables sur ce film sans que je l'ai cherché. Donc pour répondre à votre question, Cannes, ça a été un déclencheur formidable pour Elsa. Est-ce que vous aimez le cinéma de Claude Miller? Dernière plus une question. Oui, pas tout ce qu'il a fait, non, j'adore La meilleure façon de marcher, et j'aime beaucoup de choses qu'il n'en dit plus que je l'aime. Et puis, j'espère que je ne me trompe pas, oui c'est ça, depuis que je l'aime avec La Fin, et Depardieu, c'est ça? Et Mignot aussi. Bon, oui, il y a des choses très très bien, il y a des choses pas bien du tout dans le film, il y a des choses formidables. Et il y a des trucs, enfin en tout cas c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas vu ces derniers films. Je vous remercie.